Donc du coup, on fait un petit concours d'anecdotes, on en Ouais. raconte chacune une, et à vous de nous dire euh, qui a la meilleure anecdote, tout simplement, hein. Je te laisse Alors, commencer. je t'ai préparé une anecdote, je te préviens, T'as été la chercher loin? Ah ouais, parce Ah qu'en bah fait, elle vraiment. est longue, enfin, tu devrais... Enfin, voilà, il va falloir que tu t'habitues. C'est pour Elle ça est que tes assez longue. podcasts durent si longtemps? Bah oui, bien sûr. Mais j'adore, moi, raconter C'est ce tous que ces les gens trucs. adorent. Bon, je vais te raconter l'origine assez dingue d'un des plus grands films d'action, en tout cas un film qui a révolutionné le cinéma d'action dans les années 80, à savoir, alors j'hésitais, est-ce que je te le dis avant ou est-ce que je révèle qu'à la fin, mais ouais, je me dis, allez, ça a peut-être plus de saveur si tu sais tout de suite de quoi je vais parler, parce Ok. que tu vas voir que ça part de très 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 loin. Je vais te parler de l'origine de Piège de cristal, alias Die Hard, ok? Donc, qui est un film qui a vraiment complètement révolutionné le cinéma d'action. Ah, c'est clair. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on a un romancier. Alors, tu vas me dire, quel rapport? Il y en a un. Mais là, forcément. Il y en a un, mais c'est vrai, c'est pour ça que je pars de loin. Alors, j'ai des notes parce que là, sinon, je retiens pas les noms de tout le monde. Bon, on a un romancier qui s'appelle Roderick Thorpe, qui a écrit un roman en 1966 qui s'appelle The Detective. 2 ans plus tard, son roman est adapté au cinéma, d'ailleurs sous le titre The Detective en VO et Le Détective en VF. Enfin, pour une fois, c'était correct. Avec Frank Sinatra dans le rôle principal. Ah oui, carrément, Ouais, ok. voilà. Et bon, c'est pas un film particulièrement connu, je l'ai jamais vu, je sais pas ce qu'il vaut, mais c'est un polar. Ok, Ok. voilà. Et on revient au romancier, Roderick Thorpe. Quelques années plus tard, en 1974, sort un autre film qui révolutionne aussi le cinéma d'action de son époque, qui s'appelle La Tour Infernale. Qui, Ouais, justement, on parle tout de suite, quand tu parles de Die Hard, on pense aussi à ce film-là. eh bien sûr, évidemment qu'il y a un rapport. Et donc, ce romancier voit La Tour Infernale. C'est un film très très important hein, pour ceux qui l'ignoraient, mais à l'époque où il est sorti, il a vraiment chamboulé aussi le cinéma d'action et le cinéma catastrophe. Surtout, aussi, ouais. Surtout le Ouais. cinéma catastrophe, il a engrangé presque ce style. Le style existait déjà, mais là, Mais c'était là, c'était ce vraiment qu'on le avait film vu de mieux. incroyable. Ouais, voilà. Le romancier, après avoir vu donc La Tour Infernale, je crois la nuit d'après, il fait un rêve où il a comme des images de la tour infernale qui lui reviennent, mais il voit en fait un héros qui est poursuivi par des hommes armés dans une tour. Ok. Et quand il se réveille, il se souvient de ça, il dit ce serait une super idée de roman. Et donc, il va écrire quelques années plus tard un autre, donc un second roman, parce qu'il décide d'en faire la suite de The Detective, Ah, carrément, voilà, ok. avec le même personnage principal. Et il appelle ça Nothing Lasts Forever. C'est un roman qui sort en 1978, et vu qu'il avait déjà, son premier roman de la même saga avait déjà été adapté au cinéma, il avait vendu les droits de Nothing Lasts Forever avant même d'avoir publié le roman. Ah, carrément, À la ok. Fox, parce que c'était la Fox, et ça c'est important, c'était la Fox qui avait réalisé le premier film The Detective avec Frank Sinatra dans le rôle du flic qui s'appelle, alors il s'appelle pas John McClane, il s'appelle John Leland, je Ah crois. oui, c'est quand même John. Alors je crois que c'est le même prénom, mais en tout cas c'est sûr que c'est Joe, pardon, Ah, c'est Joe Joe. Leland. Ouais, bon, voilà. Il s'appelle Joe Leland, ok. Donc en 1978, il sort son roman. C'est la suite de The Detective et la Fox commence à travailler dessus. Alors la Fox va attendre presque une décennie pour travailler sur l'adaptation de ce roman. Nothing lasts forever, rien ne dure jamais. Ne dure jamais pour toujours. On croirait presque un titre de James Bond, hein, on est d'accord. D'accord. Donc ils attendent presque une dizaine d'années. Ils commencent à bosser là-dessus en 1987 et c'est là qu'est presque l'anecdote la plus drôle de ce que je suis en train de te raconter, c'est que, figure-toi que Frank Sinatra, en 1968, quand il avait tourné dans le film The Detective, il y avait une clause dans son contrat qui disait que si il faisait une suite, donc une suite de son film ou une adaptation des suites en roman, eh bien, il avait la priorité sur le rôle. D'accord, ok. Ah oui. Voilà, c'est lui qui devait avoir le rôle. Or, en 1987, donc ils sont obligés, ils sont en train de développer le film, ils vont le faire, ils sont contractuellement obligés de proposer le rôle de Joe Leland, qui a été renommé John McClane, à Frank Sinatra, Ouais, mais il est vieux. qui a 70 ans, Bah oui. effectivement, mais en gros, ils sont obligés, mais ils savaient qu'il allait refuser. Ok. Voilà. Mais l'anecdote est drôle dans le sens où si Frank Sinatra avait, je sais pas, avait eu un coup de folie, il avait dit oui, je le fais. Ils étaient obligés de le prendre. Ah bah Tu t'imagines, vois toi. C'est ça qui est John dingue. McClane, Frank Sinatra. 70 ans. Ouais.
Ça aurait été bizarre. Ça aurait fait bizarre, ouais. Voilà. Et je vais conclure cette anecdote-là. Alors, je ne sais pas si tu savais déjà tout ça, mais moi, Non, ça je savais tout pas. ça, c'est Non, assez non, barge. non, je savais pas ça. Je vais finir sur le casting parce que ils ont proposé, donc ils savaient qu'ils voulaient faire un gros film d'action. Ils ont proposé le rôle de John McClane à toutes les stars d'action de l'époque. Alors j'ai la liste, hein. Stallone, Richard Gere, Clint Eastwood, Harrison Ford, Burt Reynolds, Nick Nolte, Mel Gibson, Don Johnson, Richard Dean Anderson, MacGyver. Ah, carrément. Bah ouais. Il faut aller chercher loin. Paul Newman, James Caan, Al Pacino, ils ont tous refusé. Mais pourquoi ils ont refusé? On sait pas. Non, ça, non, c'est pas. aucune Ouais, idée. je pensais qu'il y on allait sait avoir pas un truc de malheureusement. ouf derrière Non, ça. malheureusement Ils non. n'ont pas reniflé le bon cul, non. Ils ont même proposé le rôle à Arnold Schwarzenegger. Il a refusé parce qu'à ce moment-là de sa carrière, Arnold Schwarzenegger ne voulait plus faire de films d'action, il voulait faire des Il y comédies. a comédie, oui. Ouais. C'est comme ça qu'il a fait un flic à la maternelle. Et C'est ça. Et là, à cette époque-là, il a refusé le rôle de Piège de cristal pour aller faire Jumeaux. Ah, c'était jumeaux à Ouais. cette époque-là, ok. Avec Danny Et donc, ils ont proposé ça à toutes les stars d'action et tout le monde a dit non. Et du coup, il y a eu une série télé qui est populaire à cette époque-là qui s'appelle Clair de Lune avec un certain Bruce Willis. Bruce Willis, ouais, c'est ça. Voilà. Mais qui n'était pas du tout une série d'action. C'était un polar un peu léger, mais qui marchait bien. Donc, il y a quelqu'un qui a l'idée qui dit tiens, ce mec, il a un peu la cote, on va proposer ça à Bruce Willis. Il dit non. Ah, il dit non aussi. Il dit il non. dit non à la base, Bruce Willis. Bien sûr, Ah ouais. mais parce que, alors c'est pas vraiment de sa faute, c'est que le planning de tournage de Pièces de cristal ne colle pas avec ses plannings de tournage de Clair de Lune. Ça, je l'avais lu ce truc-là. Et la star, l'autre star de Clair de Lune, la star féminine de Clair de Lune, alors, dont le nom m'échappe, Sybil Shepherd, qui était sublime, tombe enceinte juste après ça, et le tournage de Clair de Lune doit être interrompu pendant 11 mois. Et là, du coup, Bruce Willis rappelle la Fox et il dit finalement, je suis dispo pour faire votre film, la Pièce de cristal. Et tu sais que sur le coup, les gens y croyaient pas trop, ils disaient mais pourquoi lui quoi ouais, parce que vu le personnage qu'il a dans Clair de Lune, tu l'imagines pas après en John McClane. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et donc voilà, il y a eu des sceptiques et le reste fait partie de la légende en fait. Voilà, Bruce Willis est devenu l'une des plus grandes stars du cinéma d'action. Le film a complètement changé les codes du cinéma d'action et il faut savoir qu'il y a plein de scènes. Il y a des choses qui ont été changées, mais il y a plein de scènes de Pièces de cristal qui sont directement prises du roman Nothing Lasts Forever, qui était donc la suite de The Detective qui datait des années 60. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est vraiment une vraie suite quand même du roman. C'est mais pour nous, non, Pièces de cristal, mais pour nous c'est le point de départ. Le point de départ, ouais. Et alors si je devais, allez, juste pour l'anecdote, mais vraiment, mais 58 minutes pour vivre, Die Hard 2, oui. Est également inspiré d'un roman, mais d'un autre roman qui n'a strictement rien à voir avec le roman. C'est pas le même écrivain et tout. Voilà, pas le même écrivain, pas la même saga. À chaque fois, ils sont allés piocher dans des livres pour pouvoir écrire leur film. Okay. C'est ça. Ah bah là, c'était complet. Voilà. L'origine de Pièces de cristal. Okay. Ah bah j'ai appris encore C'était mon quelque chose. anecdote. Ok. Bon, alors moi, je vais être... Waouh. Je suis désolé. Non, mais je reste un peu dans l'esprit de Bullet Train ce soir, parce que moi, je vais vous parler de la scène des samouraïs dans la scène Kill Bill, la scène finale, où c'est super, super violent, hein, pendant laquelle la mariée se bat contre 88 personnes, les 88 samouraïs. Alors, en fait... Il faut savoir qu'aux États-Unis, hein, c'est très strict, hein, la censure. Donc, pour pas censurer leur film, Quentin Tarantino, il tenait vraiment à ce que ce soit cette scène aussi ensanglantée. Il y a du sang qui gicle de partout. Je sais pas si tu t'en souviens. Tu as Uma Thurman qui arrive dans cette scène finale où ça débarque dans tous les côtés. Ils sont dans une espèce de grand restaurant, une grande salle de restaurant avec un escalier. À la fin du premier. Oui, c'est ça, à la fin du premier film. Pas du deuxième. Oui, vraiment du premier cette film. Scène, elle est folle. Et ça part dans tous les sens, ça découpe dans tous les côtés. Et ça gicle de partout. Et en fait, quand le réalisateur à la fin, quand la Motion Pictures Association of America qui vient taper dessus et qui dit au réalisateur qu'il faut supprimer cette scène parce qu'elle est beaucoup trop violente. Ça m'étonne pas. Et pour que le film ne soit seulement interdit aux moins de 16 ans. En fait, pour pallier à ça, Tarantino a décidé de tourner le film cette scène en noir et blanc. C'est pour ça qu'on a beaucoup de séquences en noir et blanc pour éviter qu'on voie la couleur rouge du sang et éviter de choquer un max le spectateur. Voilà, tu la connaissais? Non. Ah, tu l'avais pas? Je crois pas. Ok. Non. Ok. Voilà pour cette anecdote-là. Okay. On regarde plus Kill Bill de la même façon. Nous, quand on regarde le film, on se dit Tarantino, quel génie! Il nous fait des trucs en noir et blanc. Mais c'était pas voulu de base.
C'est drôle. C'est vrai, parce qu'on dira, c'est Bah quand ouais. même pas mal d'avoir joué là-dessus. Mhm. Il joue sur le contraste du sang noir et tout, c'est magnifique. Ah, Et c'est en fait, pas drôle. du tout. C'est que il a pas eu le choix, quoi. S'il Ouais, voulait que sa ouais. scène reste dans le film, il y avait pas. T'imagines, toi, Kill Bill sans cette scène-là? Bah, ce serait dommage parce que honnêtement, C'est plus le même film, hein. bah non. Ah, c'est même les deux, hein. Ah ouais. Bah, même c'est ma scène préférée, je pense, des Ouais, deux. je suis d'accord. Bon, après, moi, j'adore le premier, le deuxième, je m'ennuie. Ouais, il est un peu, ouais, il est un petit peu Ouais. en dessous, mais J'ai jamais aimé le deuxième, en fait. après, bon, c'est vraiment la continuité de l'histoire. Oui, voilà. C'est que le C'est la premier conclusion de est l'histoire. exceptionnel. Mais le premier, Ah, il est le fou. final, quand t'entends Mm, mm. que c'est que sa fille est encore vivante, Ouais. moi, ça m'a marqué. Et puis, paf, générique. Et je dis non. Et j'ai dit, ah, C'était dingue, c'était, ouais. ouais, c'était c'est vrai. ouf. C'était, franchement, voilà. Ben, voilà pour mon anecdote. Donc, à vous de choisir Ouais, si vous êtes toujours on là. vous laisse choisir. Voilà, pour choisir, est-ce que vous avez préféré l'anecdote de Jérôme ou mon J'avoue. anecdote? C'est le combat de fin d'émission. Maintenant, on va faire ça. C'est un combat à l'anecdote. Donc, Mhm. si vous avez préféré celle de Jérôme, bah, dites-le. Et si vous avez préféré la mienne, dites-le. Et on en parlera dans la prochaine émission. On vous lira. Parce que si on attend que vous répondiez tous, on peut attendre un moment. Donc, C'est on vrai vous aussi. lira. Et en fait, en début de prochaine émission, on reviendra dessus. Et on fera un focus. Et justement, on dira quelle anecdote vous avez préférée. Et puis, Mhm. comme ça, à chaque fin d'émission de Stranger Film, selon le genre du film, on vous racontera des anecdotes autour Ouais, voilà, du même style. du même style de film pour rester le plus raccord possible. Voilà,